Bonjour, je suis Elsa Jouen, je suis praticienne et formatrice en micronutrition et j'ai complété ma formation par une formation en hormonologie fonctionnelle, ce qui me permet aujourd'hui de vous parler d'un sujet très actuel et qui me tient très à cœur. Je vais essayer d'en parler de manière assez simple et rapide, bien que ce soit un sujet assez compliqué. Il s'agit de la fonction surrénalienne et plus particulièrement dans cette vidéo, je vais développer une situation particulière qu'on va appeler l'épuisement surrénalien. Alors, les glandes surrénales sont des petites glandes qu'on dit endocrines, c'est-à-dire qu'elles fabriquent des hormones qui se situent à la pointe de vos reins, sur le rein. Ici, vous pouvez les voir vraiment au milieu du corps. Et ces petites glandes fabriquent en permanence dans notre organisme différents messagers. Le cortisol, qui va être au cœur de la vidéo d'aujourd'hui, l'adrénaline, qui est plutôt un neurotransmetteur, plutôt un messager rapide, la DHEA, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais également d'autres messagers, d'autres hormones que je ne vais pas citer aujourd'hui. Ces hormones qui sont fabriquées par les surrénales sont souvent considérées comme des hormones de stress, alors qu'en réalité, il vaudrait mieux parler d'hormones de réponse au stress, c'est-à-dire que ce sont des messagers qui sont fabriqués par les surrénales en réponse à une situation stressante et qui sont donc nécessaires à notre réponse face au stress. Dans une situation de stress pour l'organisme, alors je précise tout de suite qu'on entend par stress tout ce qu'on a l'habitude de dire vulgairement quand on parle de stress, c'est-à-dire plutôt un stress émotionnel, mais également un stress physique, physiologique, c'est-à-dire une situation qui met au défi notre organisme de trouver une réponse. Dans les réponses possibles de l'organisme, il y a ce qu'on appelle les réponses fight or flight. En cas de danger, notre organisme doit être prêt à répondre, à fuir ou combattre. Donc on va privilégier dans ces réponses aiguës au stress les fonctions du corps qui nous aident à fuir ou combattre, c'est-à-dire plutôt le cerveau, la vigilance, les muscles, le cœur. Cette réponse, ces hormones qui nous permettent de favoriser la réponse musculaire, de vigilance, sont nécessaires en réalité pour des situations aussi quotidiennes, pour des situations de compétition, par exemple de compétition sportive, ou pour des situations où on a besoin d'être dynamique, euh, performant au niveau professionnel, par exemple. Donc ce ne sont pas des hormones qui sont négatives. Le cortisol est nécessaire, il est nécessaire à notre fonction, à notre dynamisme, à notre compétitivité, mais il y a des situations où ça ne fonctionne pas bien. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc le cortisol est nécessaire et il est produit naturellement chez quelqu'un qui va bien, chez quelqu'un qui fonctionne bien. On peut observer au cours d'une journée un pic de cortisol qui va arriver le matin. Quand on dort, vous voyez ici les heures en bas, je ne sais pas si c'est très visible. Quand on dort, le cortisol est au plus bas, puisque comme c'est une hormone qui nous rend vigilants, il semble évident que pour dormir, on doit pouvoir un peu lâcher prise, donc le cortisol doit être bas. Puis il va s'élever le matin au lever, atteindre un pic et puis redescendre au cours de journée pour nous permettre de redescendre un peu la vigilance et de retourner dans un cycle de sommeil. Donc on voit bien, c'est très clair qu'il y a vraiment un cycle veille-sommeil, un cycle, un fonctionnement qu'on appelle circadien qui est lié au changement de rythme entre le jour et la nuit principalement. Donc on a vu que le cortisol était fabriqué de manière naturelle pour faire face à une journée normale. Si votre journée est stressante, vous allez produire un peu plus de cortisol pour être un petit peu plus d'attaque, un petit peu plus vigilant, un petit peu plus apte à faire face à cette situation stressante qui peut être un dossier à rendre au travail, une situation inattendue, familiale par exemple. Et c'est tout à fait normal et heureusement qu'on a cette réponse qui nous permet de moduler notre physiologie face à des situations de stress. Or, ce qu'on appelle dans le langage courant le stress, c'est-à-dire le stress émotionnel, les situations ressenties, sont perçues par le cerveau et enregistrées. Et c'est cette partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus qui fait le lien entre les émotions ressenties, l'environnement émotionnel et la réponse physiologique. Et donc, c'est l'hypophyse, l'hypothalamus puis l'hypophyse, qui vont commander au surrénal de fabriquer ces hormones dans une situation stressante. Le problème se pose lorsque cette situation stressante se poursuit, se prolonge. Si elle se prolonge plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ça arrive, c'est fréquent que des personnes vivent dans des environnements stressants pendant des années. Cette commande centrale de l'hypophyse vers la surrénale va être sans cesse sollicitée, plus du tout de manière cyclique comme on l'a vu dans la physiologie, mais de manière anormale, avec des taux hormonaux qui vont rester élevés tout le temps.
et ils vont se produire donc des symptômes qui sont liés à l'excès de cortisol entre autres, avec donc une sursollicitation permanente et qui va se traduire par des douleurs musculaires, des tensions, des palpitations, des sensations d'oppression thoracique au niveau du cœur, une hypervigilance, donc ça peut être aussi des troubles du sommeil à cause de l'hypervigilance. On comprend que c'est ce que le cortisol fait à notre corps physiologiquement, mais là qui est poussé à l'excès. On reconnaît facilement ici les symptômes de quelqu'un qui se dit stressé, qui se dit vulnérable au stress et qui sent que son corps commence à peiner à supporter cette situation. Mais lorsque cette situation se prolonge encore plus longtemps, donc que l'hypophyse continue à commander au surrénal encore et encore, il y arrive un moment où la surrénale ne peut plus répondre. Et on arrive dans ce qu'on va appeler plutôt l'épuisement surrénalien. Et donc là, on va avoir plutôt, j'ai mis le signe moins, plutôt une diminution des productions de cortisol qui sont maintenant infraphysiologiques. Au lieu d'avoir cette courbe, on va avoir plutôt quelque chose de beaucoup plus bas, beaucoup plus plat. Et les symptômes vont avoir des répercussions sur le système digestif, sur le système de réparation de l'organisme, puisque en principe, on est censé alterner entre ces situations de pic de stress qui nous favorisent plutôt le cœur, les muscles, le cerveau, et ensuite des situations où le système nerveux va s'apaiser, ce qui va nous permettre de réparer, de mémoriser, de digérer. Lorsque vous n'avez plus cette alternance, lorsque le corps a été soumis à un stress trop prolongé, les symptômes vont également avoir un impact sur ces systèmes-là, plutôt le système digestif. Encore une fois, le système de sommeil, mais plutôt par insuffisance cette fois-ci. On va y revenir un peu plus longuement. Voici ce qui se passe en cas d'épuisement, donc ce qu'on appelle l'épuisement surrénalien. C'est vraiment quand vous êtes arrivé au bout de vos réserves. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est vraiment une situation qui arrive après une sollicitation intense et prolongée. Bien que cette notion d'intensité et de prolongée puisse être très variable d'une personne à une autre, on n'a pas tous les mêmes réserves, on n'est pas tous câblés pareil. Et chez une même personne, dans le courant de sa vie, la résistance au stress, la capacité qui va nous permettre d'atteindre l'épuisement n'est pas la même dans tous les moments de la vie. Donc tout le monde peut être vulnérable, tout le monde peut être concerné par cette situation. Voilà ce qui va se passer, les symptômes que la personne va présenter. Comme souvent dans les situations hormonales, ce ne sont pas des symptômes uniques, c'est-à-dire qu'aucun de ces symptômes n'est forcément typique de cette dysfonction. C'est l'ensemble des symptômes qui est quand même assez révélateur. La personne va se plaindre de fatigue, vraiment d'épuisement, une sensation de fatigue physique mais aussi intellectuelle, une sensation d'être à côté de la plaque, vaseux même, parfois on a même l'impression d'être un peu malade, grippé. Et les horaires particuliers sont souvent le matin, ce sont des personnes qui ont du mal à émerger le matin, et souvent aussi un coup de barre l'après-midi, vraiment un gros coup de pompe, sensation d'être vaseux à partir de 15h, entre 15 et 17h, donc c'est pas directement après manger, c'est vraiment dans le creux de la vague, dans le milieu de l'après-midi. Ce sont parfois des personnes qui peuvent être aussi épuisées le soir, qui ont envie d'aller se coucher à 18h, mais parfois aussi des personnes qui vont avoir une sorte de second souffle en fin de soirée, qui disent si je loupe le train du sommeil vers 22h, ensuite je pète la forme jusqu'à 2h du matin. Ça c'est assez typique, il faut y faire attention. Donc la sensation de brouillard mental, des malaises qui peuvent être causés par l'hypoglycémie inhérente au fait que le cortisol soit trop bas, donc des hypoglycémies, des hypotensions, des malaises vagales, des vertiges positionnels, des hypotensions orthostatiques quand on se relève. Ce sont des sensations assez semblables et donc c'est lié physiologiquement au fait que le cortisol est nécessaire pour avoir une bonne tension artérielle et une bonne glycémie. En cas de manque de cortisol, on va également avoir un plus fort relargage de l'histamine, en tout cas une plus faible capacité à éliminer l'histamine. Donc on va avoir ce qu'on appelle des histaminoses, des syndromes un peu pseudo-allergiques, des démangeaisons, des éternuements, des yeux qui pleurent, de l'urticaire, également des maux de tête ou des diarrhées qui peuvent être associés à l'histamine en excès. Un impact sur l'immunité. Le cortisol est un grand régulateur de l'immunité dans le sens qu'il est anti-inflammatoire. Donc la réponse inflammatoire, immuno-inflammatoire va être altérée. La personne peut être plus facilement malade, avoir des ganglions.
On peut également constater des signes d'hypothyroïdie. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la thyroïde, qui est également un sujet assez complexe et vaste. La personne qui a une atteinte de ces surrénales peut avoir une hypothyroïdie primaire au problème surrénalien ou secondaire parce que ces deux systèmes sont dépendants l'un de l'autre et sont également tous les deux commandés par le système hypothalamo-hypophysaire. Donc il y a des liens très forts entre ces deux fonctionnements. La personne qui a un épuisement surrénalien va souvent se plaindre de troubles digestifs, de difficultés à digérer, des choses qui ne sont pas forcément très claires. Ce sont des gens qui ont l'impression qu'ils ne supportent plus rien, qu'ils mangent de moins en moins, même les compléments alimentaires, parfois ils deviennent un peu comme allergiques à tout. Leur digestion se fait moins bien parce qu'il y a beaucoup de fonctionnements digestifs, de sécrétions, d'enzymes qui sont dépendantes d'une bonne fonction surrénalienne. Ce sont des personnes qui peuvent maigrir, soit parce que ce sont des personnes qui mangent pratiquement plus rien à cause des phénomènes digestifs, soit parce que leur métabolisme est altéré. Donc je l'ai dit, il y a un impact sur l'inflammation, donc ça peut être des personnes qui vont avoir des douleurs inflammatoires aussi, comme des douleurs articulaires, des tendinites. Et puis, on va les reconnaître à un faciès souvent plutôt des cernes creusées, sombres, ce qui est décrit par les personnes qui font de la médecine chinoise par les signes de vide de rein, donc c'est assez cohérent. Troubles du sommeil également, on peut voir qu'il y a des troubles de sommeil par excès de cortisol, donc hypervigilance, mais aussi des troubles du sommeil par insuffisance de cortisol, parce que parfois les personnes sont réveillées par des hypoglycémies profondes pendant la nuit. Ce sont des personnes qui vont avoir des compulsions vers certains aliments, vers soit le sucré ou le gras, parce qu'ils cherchent des calories, ils cherchent de l'énergie, puisqu'ils sont tout le temps fatigués et tout le temps en hypoglycémie, donc leur corps simplement appelle ce dont il a besoin. Et également, ce sont des personnes qui vont chercher des choses salées, qui vont avoir besoin de salé. Vous pouvez leur poser la question, est-ce que vous salez plus, est-ce que vous êtes attiré par les petits gâteaux d'apéro par exemple, parce que les surrénales aussi commandent le métabolisme du sel, et donc ce sont des personnes qui perdent beaucoup de sel et qui ont besoin de se recharger en minéraux, de se recharger en sel. On va retrouver dans les signes associés des situations où le syndrome prémenstruel est exacerbé, donc chez les femmes. C'est aussi une problématique qui existe pour différentes raisons au niveau hormonal. Il y a plein de choses à dire, mais dans un tableau global, il faut penser que ça peut faire partie du tableau et être causé par le problème surrénalien. Voilà, donc un tableau clinique quand même assez vaste, pas facile à reconnaître quand on ne l'a jamais vu sous forme de liste comme ça. Et donc je vous invite, si vous êtes praticien, si vous vous sentez concerné, mais si vous êtes praticien et que vous voyez des patients tous les jours, à ouvrir l'œil à ces personnes qui vont avoir des plaintes sur des systèmes très différents. Par exemple, à la fois sur le système d'avoir des allergies, des troubles digestifs et des troubles du sommeil, on peut avoir l'impression que ça n'a rien à voir, et en fait tout ça peut être très corrélé. Les facteurs de risque pour arriver dans un épuisement surrénalien, d'abord je voudrais redire que ça peut vraiment concerner tout le monde. Tout le monde peut être vulnérable à cette situation parce que nous n'avons pas tous la même résistance face au phénomène de stress prolongé. D'abord, il y a les facteurs de risque émotionnels qui paraissent évidents, qui peuvent nous amener à un épuisement émotionnel, comme le fait d'être surmené, de trop travailler, d'avoir des horaires de travail trop contraignants. Le fait de vivre des situations de conflit interpersonnel, le fait de vivre par exemple une situation familiale compliquée, d'avoir des conflits avec son conjoint, d'être perpétuellement en train de se disputer avec sa famille par exemple, ou d'être, c'est un facteur de risque aussi, d'être parent d'une famille nombreuse, d'une fratrie nombreuse, des enfants en bas âge qui sont très demandeurs, qui ne laissent pas beaucoup de temps pour se reposer, et potentiellement aussi qui réveillent les parents la nuit pendant de nombreux mois. Et il ne faut pas négliger que c'est vraiment un facteur de stress pour l'organisme aussi. Ensuite, je vous ai listé quelques facteurs de stress justement physiologiques. Donc on résume souvent le problème du stress au problème du stress perçu sur le plan émotionnel, mais le corps peut être stressé, peut être challengé par des situations aussi physiologiques, physiques et chimiques.
Donc les écarts de température, les températures extrêmes, les brûlures, en pensant par exemple aussi au coup de soleil, c'est un grand stress pour l'organisme, les efforts sportifs très intenses, hein, on ne parle pas d'un exercice physique classique, mais un effort sportif très intense, les expositions à des produits chimiques, donc des expositions professionnelles, il faut penser aux personnes qui travaillent dans l'industrie, aux coiffeurs, aux personnes qui posent le vernis à ongles, voilà, des personnes qui sont exposées à des produits toxiques dans leur environnement de travail par exemple, ou s'ils rénovent leur maison. Des infections virales, donc on a parlé longuement ces 3 dernières années des infections virales et de leur impact sur l'immunité. Eh bien, une infection virale demande à l'organisme de se défendre et pendant un certain temps, quelques heures, quelques jours, le corps vit un stress important. Donc ça peut être parfois un facteur déclencheur sur une situation qui était déjà existante. Les traumatismes aussi, traumatismes crâniens, et la chirurgie, les lourdes chirurgies sont ces facteurs stressants aussi pour l'organisme. Il y a des facteurs de risque dont on ne parle pas souvent, enfin qu'on oublie un petit peu quand on pense à ce problème de stress, c'est la malnutrition, donc une personne qui ne se nourrit pas assez, une personne qui va être par exemple perpétuellement au régime, une personne anorexique, mais également les personnes qui souffrent de malnutrition à travers des aliments de mauvaise qualité. Il y a beaucoup de personnes dans les pays occidentaux qui mangent largement assez, qui mangent assez de calories, qui n'ont pas la sensation d'avoir faim, qui ne s'affament pas, qui mangent parfois même beaucoup, mais qui sont dénutris sur le plan nutritionnel parce qu'ils ne mangent que des choses qui n'apportent rien sur le plan nutritionnel. Ce qu'on appelle donc la famine nutritionnelle, les calories vides, c'est vraiment aussi un facteur de risque puisque le corps va manquer de tous ces éléments nécessaires pour faire ses réactions chimiques normales et à long terme, c'est quelque chose qui va également stresser l'organisme. Les décalages horaires également, les personnes qui travaillent de nuit ou qui travaillent avec des horaires qui tournent, qui vont se réveiller pendant une semaine à 5 heures, puis se coucher la semaine d'après à 23 heures. Et les études montrent que les changements de rythme devraient se faire au moins au rythme de au moins plus de 3 semaines. Donc si vous changez de rythme de travail tous les moins de 3 semaines, vous stressez votre organisme aussi, particulièrement sur le plan de l'horloge interne, des rythmes chronobiologiques auxquels les surrénales sont très impactées en fait par les changements de chronobiologie. Et puis, il faut penser aux métiers des personnes qui vivent des événements très stressants, hein, les gens qui sont en première ligne, les métiers d'urgence, dans lesquels d'ailleurs souvent il y a des horaires de nuit, donc ce sont des personnes qui vont être particulièrement à risque. Si vous êtes professionnel de santé, donc je m'adresse aussi à vous. Je voulais faire un petit aparté sur la question de l'épuisement et de la maternité. Donc je l'ai dit, être parent de jeunes enfants, être privé de sommeil une partie des nuits, avoir des horaires hachés, peut être un facteur de risque. Mais je trouve que là, il y a vraiment un élément de fragilité particulier autour de la maternité. D'abord parce que il y a tout cet aspect qui est très culturel hein, aujourd'hui. Donc bien sûr, avoir des enfants, c'est un engagement émotionnel important. Mais la situation aujourd'hui des mères occidentales, il y a vraiment un côté de perfectionnisme. Il faut tout bien faire, il faut être toujours joli, il faut que son enfant soit parfait, il faut répondre à tous les diktats de la société envers la parentalité. Et aujourd'hui, on sait aussi que souvent les jeunes parents sont un peu isolés, on n'éduque plus les enfants comme à une certaine époque où la famille était très présente. Donc il peut y avoir vraiment la sensation d'un manque de soutien qui peut mener vraiment à un vrai épuisement. Donc j'insiste sur le fait que cette notion de se sentir épuisé, on peut la relativiser, mais ça peut être aussi quelque chose de vraiment physiologique et quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand on ne fabrique plus d'hormones, vraiment la santé de la personne est engagée. Et donc à côté de ça, la maternité, la grossesse, l'accouchement représentent là aussi un stress physiologique, un stress pour l'organisme, sans compter qu'il y a beaucoup de femmes enceintes ou en postpartum immédiat qui souffrent de carences parce que pas suffisamment accompagnées pendant la grossesse, beaucoup de micronutriments qui peuvent être carencés. Donc bon, j'ai fait d'autres contenus à ces sujets, mais vous savez que je suis très concernée par la question de l'iode pendant les grossesses, donc c'est le cas aussi de plein d'autres vitamines, fer, qui sont surutilisés pendant la grossesse et pour lesquels on ne surveille pas toujours les femmes, on ne complémente pas toujours correctement les femmes. Et donc après une grossesse et a fortiori plusieurs grossesses, il y a de forts risques qu'elles subissent des carences dans certains micronutriments, dont certains
peuvent avoir un impact sur la fonction surrénalienne. Il y a deux choses importantes qu'il faut savoir, c'est que les corticostéroïdes, les hormones telles que le cortisol, qui sont produites normalement par nos surrénales, sont nécessaires au processus de lactation. Et donc si une femme est en épuisement surrénalien au moment où elle veut allaiter, eh bien, elle peut avoir un impact sur la qualité, la facilité de son allaitement. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on veut soutenir une mère allaitante, s'assurer que ses surrénales fonctionnent bien, parce que c'est quelque chose qui peut impacter négativement l'allaitement. Et il y a des études qui ont montré que les taux de cortisol chez la mère pendant la grossesse avaient une répercussion, c'est comme si ça donnait une réserve au surrénal de l'enfant à naître, et donc une femme qui a un cortisol bas pendant sa grossesse va mettre au monde un enfant qui a plus de chances, plus de risques d'avoir une réserve surrénalienne plus faible, et ce sont donc des enfants qui sont plus... des personnes, l'enfant va devenir en grandissant une personne qui sera plus à risque d'entrer en épuisement surrénalien, une personne qui aura moins de réserve, on va dire, pour tolérer les situations stressantes. Donc c'est un peu culpabilisant de dire ça, c'est pas pour ça que je le dis, mais je trouve que c'est important parce que parfois on peut lire que des personnes qui ne peuvent plus travailler à cause de leur épuisement qui est trop profond, particulièrement des personnes qui ne sont pas payées pendant ces arrêts maladie parce que ça vient d'un problème soi-disant mental. Euh, Imagine que c'est un bon moment pour faire un enfant parce que de toute façon comme ça, elles seront en arrêt maternité plutôt qu'en arrêt non rémunéré. Je comprends cette logique, mais je trouve que c'est vraiment un peu inquiétant de choisir le moment d'un épuisement pour vouloir faire des enfants, parce que la santé est engagée. Quand on n'a pas une santé optimale, c'est pas le meilleur moment pour faire un enfant. C'est compliqué d'accompagner, de suivre et de complémenter les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans ces situations. On n'a pas beaucoup de solutions concrètes et pour les soigner. Donc c'est mieux quand même de prendre en charge ce problème avant de planifier une grossesse. Il faut savoir aussi qu'en cas d'épuisement, en cas de sursollicitation des surrénales, puisque la commande vient de l'hypothalamus qui commande également les ovaires, il peut y avoir, c'est assez fréquent, que ces femmes n'ovulent plus. Le cerveau va mettre les ovaires au repos puisque l'organisme est trop épuisé. Donc il y a des femmes qui sont en aménorrhée à cause du stress, hein. Et donc forcément, quand on n'ovule pas, on ne peut pas faire d'enfant. Donc c'est aussi une situation dans laquelle, de toute façon, c'est plus compliqué de concevoir. En réalité, il y a probablement énormément de personnes qui souffrent d'épuisement surrénalien, mais très peu d'entre eux ont déjà entendu ce terme. Donc on peut dire qu'il y a vraiment un sous-diagnostic, parce que ça ne correspond pas vraiment aux standards de la médecine. Il ne s'agit pas d'une pathologie qu'on peut mettre en évidence avec des dosages évidents, avec du on-off. C'est vraiment la connaissance du tableau clinique qui est assez spécifique, qui va permettre aux praticiens d'orienter le patient, de faire des recherches. On peut faire quand même des biologies, mais qui sont vraiment en lien avec le tableau clinique, qui est très évocateur, et avec la façon dont la personne peut mettre en lien avec les événements de sa vie, et des stress perçus, des stress prolongés. Ça demande également, vous imaginez, un certain temps au sein d'une consultation pour pouvoir interroger un patient sur tous ces différents types de symptômes qui peuvent affecter tellement de systèmes différents. Donc c'est pour ça qu'on comprend bien que ce soit compliqué dans la pratique de la médecine aujourd'hui de mettre en évidence ce type de problème. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont affectées par des diagnostics qui sont en lien et qui, souvent ce lien n'est pas fait. Donc le burn-out, si vous êtes diagnostiqué, vous avez fait un burn-out, le burn-out c'est vraiment l'épuisement, hein, c'est le terme qui est utilisé en français, qu'on appelle souvent un épuisement professionnel, mais aujourd'hui on parle aussi d'épuisement maternel, donc ça revient à la diapo précédente. C'est vraiment ce phénomène, hein, d'épuisement surrénalien poussé au maximum. Là où je trouve qu'il y aurait quelque chose à signifier, à signaler, c'est que le burn-out aujourd'hui est vraiment considéré comme une maladie psychiatrique, une maladie psychologique. Heureusement que c'est maintenant reconnu et qu'on propose à des personnes de se reposer, de s'éloigner du travail, d'avoir du temps pour penser à soi, mais il faut aussi reconnaître l'aspect physiologique de ce problème. Et donc, quand on est en épuisement et qu'on ne fabrique plus d'hormones, plus de cortisol, il faut vraiment aussi s'occuper du côté physiologique.
Dans la dépression, il y a probablement aussi un certain nombre de cas où il y a un impact des surrénales. J'ai fait également une vidéo sur la dépression, donc je vous renvoie vers cette vidéo. Dans la dépression, il y a un grand nombre de transmetteurs, de messagers chimiques qui sont impliqués, mais il est probable qu'une personne qui est en épuisement, qui n'a plus du tout d'énergie, présente des symptômes semblables à la dépression. Dans la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique, qui sont deux syndromes, donc ce ne sont pas des pathologies parce qu'il n'y a pas de physiopathologie démontrée, on ne sait pas expliquer exactement ce qui se passe dans l'organisme d'une personne. Aujourd'hui, on diagnostique une personne fibromyalgique à partir d'un certain nombre de symptômes, donc en cochant des cases. Et si vous regardez, vous verrez qu'un certain nombre de ces symptômes, un grand nombre, correspondent aux symptômes aussi de l'épuisement surrénalien. Donc il y a beaucoup, c'est très prometteur de s'intéresser à ce problème lorsqu'on a un diagnostic de fibromyalgie ou de syndrome de fatigue chronique, pour sortir les gens de leurs symptômes, pour éventuellement réussir à les sortir de cette maladie. Il y a des témoignages, hein, ça existe. Il faut souvent passer par l'étude et la correction des facteurs au niveau des surrénales. Dans l'alcoolisme aussi, on peut s'interroger sur un lien avec les surrénales. C'est pas toujours le cas bien sûr, mais les personnes qui sont en épuisement surrénalien souffrent d'hypoglycémie fréquente et l'alcool est un produit qui permet de remonter très vite et très fort le sucre dans le sang. Donc ça peut être des personnes qui peuvent avoir plus facilement une appétence pour les produits alcoolisés, pour se donner un coup de fouet. Mais également la consommation chronique d'alcool représente également un stress chimique pour l'organisme. Donc c'est un peu un cercle vicieux et dans un certain nombre de cas, il faudrait peut-être se pencher sur cette question si on veut soutenir et aider un patient qui souffre d'alcoolisme. Dans les syndromes de stress post-traumatique aussi, il est évident que c'est tout à fait la description du syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'un stress émotionnel très fort et très intense qui va faire basculer une personne dans une situation où physiologiquement elle ne tolère plus grand-chose. Il y a une hypervigilance, il y a un certain nombre de symptômes qui sont très typiques aussi de dysfonctionnement surrénalien. Et donc on connaît un petit peu certaines techniques cognitives et comportementales pour aider les personnes qui ont ce diagnostic. Mais il est évident que si on allait aussi s'intéresser à ce qui se passe dans leur sécrétion hormonale au niveau des surrénales, on pourrait les aider probablement bien mieux et beaucoup plus rapidement. Également, on peut s'intéresser à toutes les personnes qui souffrent des maladies donc du tableau de droite, les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, les allergies, puisqu'on a compris que le cortisol physiologiquement était notre anti-inflammatoire naturel. Vous constatez que ces maladies sont des maladies qu'on traite souvent avec de la cortisone. Donc si le système médical a trouvé cette stratégie de traiter les gens avec de la cortisone, c'est que leur anti-inflammatoire naturel est forcément trop bas pour la situation dans laquelle ils sont. Donc il faut toujours s'interroger chez ces personnes sur comment est leur fonction surrénalienne. Je ne dis pas que c'est toujours ça et que c'est toujours que ça, certainement pas, mais dès qu'une personne a besoin de cortisone pour aller bien, dès qu'une personne présente un terrain de dysfonctionnement profond et ancien du système immuno-inflammatoire, il faut penser à observer, à évaluer ces surrénales. Donc on l'a vu, l'exacerbation du syndrome prémenstruel, les ménopauses mal vécues peuvent aussi trouver un lien avec l'épuisement surrénalien. Et puis on l'a vu aussi, c'est un symptôme classique, les troubles du sommeil, l'insomnie, les troubles psychologiques divers et variés. Il y a plein de physiopathologies possibles, il y a plein d'associations de troubles qui peuvent être possibles, mais il y a souvent quelque chose à voir de ce côté-là. Et donc pour se soigner, eh bien d'abord il faut bien comprendre, si vous regardez cette vidéo en tant que patient, si vous vous sentez concerné, eh bien reprenez espoir parce que la première chose à faire, il y a plein de choses à faire, mais la première des choses à faire, c'est vous qui devez la faire. C'est vraiment le patient qui doit réussir à changer son fonctionnement. C'est le patient qui doit se sentir en charge de sa santé. Et le fait de se sentir en charge, de ne pas se sentir impuissant face à une situation, physiologiquement déjà, ça change la donne, ça change la manière dont on fabrique ces messagers chimiques. Donc c'est une bonne nouvelle. La personne peut se prendre en main, peut se prendre en charge et essayer de trouver des stratégies pour changer un certain nombre de choses. La prise en charge physiologique, donc on va dire le côté chimique, hormonal, c'est vraiment le praticien de santé qui va la proposer. Je ne vais pas développer ça ici parce que c'est quelque chose qui est trop complexe et qui nécessite des connaissances en physiologie.
Mais il faut aussi ajouter toute la prise en charge personnelle, le mode de vie, l'hygiène de vie que vous allez adopter. D'abord, ça paraît évident, mais se ménager du repos, obtenir de l'aide, déléguer, identifier les situations qui vous pompent votre énergie et réussir à changer soit la situation, soit votre réponse face à cette situation et à admettre qu'on a aussi le droit de prendre du temps pour soi, on a aussi le droit de, de reconnaître que dans certaines situations, ça ne nous convient pas et qu'on a besoin de fonctionner différemment. L'entourage doit le comprendre, vous devez pouvoir le verbaliser. La même chose, sortir des relations toxiques, c'est fatigant pour l'organisme d'être perpétuellement dans le conflit. Donc il faut réussir à identifier, à poser la question de le type de relations ou des situations dans lesquelles certaines relations avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille, avec vos collègues vous pompent votre énergie également et réussir à sortir de ce type de fonctionnement. Trouver du sens dans sa vie, dans sa profession, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, donc je ne vais pas vous faire la psychologie de comptoir, mais je crois que pour le coup, ça prend vraiment tout son sens quand on s'interroge au fonctionnement surrénalien. On ne peut pas rester dans des fonctionnements où on s'épuise pour quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. Donc ça, c'est très personnel, ça dépend de chacun. Mais je crois qu'aujourd'hui, si c'est une question de société aussi intense, c'est aussi parce que ça impacte réellement notre santé. C'est important de suivre des horaires réguliers dans la mesure du possible. Si vous avez un travail qui vous oblige à changer régulièrement d'horaire, il faut peut-être vous poser des questions à ce sujet. Mais surtout ceux que vous pouvez maîtriser, les horaires de sommeil, les horaires de repas, il faut suivre des horaires réguliers. Et manger sainement. Ce serait infini de vous dire exactement ce que ça veut dire que manger sainement, mais manger des choses qui sont riches sur le plan micronutritionnel, manger des produits bruts, frais, ne pas manger de produits transformés, éviter le sucre, éviter le café, éviter les excitants qui vous donnent l'impression de vous donner un coup de fouet, mais qui vous épuisent toujours plus. Je vous ai mis quelques illustrations ici. Cette question dont on entend beaucoup parler depuis quelques années, la question de la charge mentale qui renvoie encore une fois à l'épuisement des mères, à l'épuisement des parents, à la question de déléguer. Et puis cette question que j'ai entendue dans les médias récemment, donc on appelle ça le mouvement de la grande flemme ou la grande démission, le quiet quitting. Ce mouvement qu'on observe sur le plan professionnel où de plus en plus de gens ne tolèrent plus de vivre des situations stressantes au travail sans y trouver du sens. Et bien encore une fois, je crois que c'est vraiment important parce que ça a vraiment un impact sur notre santé. C'est pas juste un caprice de génération, à mon avis. Des petits conseils, des petites choses que vous pouvez essayer de mettre en application dans votre vie de tous les jours pour essayer de sortir un petit peu de ces situations d'épuisement dans lesquelles vous êtes peut-être depuis longtemps. Bien évidemment, ça ne suffira pas. Vous avez besoin probablement de consulter une personne qui soit formée en hormonologie fonctionnelle. Ça peut être un praticien ou un médecin fonctionnel. Il vous faudra probablement consulter une personne qui est capable de vraiment prendre le temps de vous interroger sur tous vos symptômes, de faire les tests adéquats et de vous proposer une véritable prise en charge sur le plan de la physiologie. Ça peut passer par des plantes, ça peut passer par des compléments alimentaires et pour les médecins, ça peut passer par des traitements médicaux. Mais de votre côté, vous devez vous sentir en charge de votre sortie d'épuisement et donc je vais vous donner déjà quelques petits tuyaux. Il est important de se lever tous les jours à la même heure et de s'activer le matin. C'est vraiment pour favoriser le pic de cortisol matinal, donner à votre organisme, donner à votre corps le signal cohérent avec ce que vous voulez qu'il produise. Il faut profiter de l'ensoleillement pour se lever. Ne rattrapez pas votre sommeil le week-end. Vous avez l'impression que vous êtes fatigué, vous avez l'impression que ça va vous aider, mais vous avez probablement constaté que vous n'êtes pas moins fatigué quand vous dormez jusqu'à midi le dimanche. Donc levez-vous tous les jours à la même heure le week-end comme la semaine et activez-vous, essayez de sortir, de faire un petit peu de sport. Si vous aimez le sport de compétition, c'est plus favorable de le faire à ce moment-là pour vraiment favoriser la poussée du cortisol qui favorise l'esprit de compétition plutôt le matin pour recaler vraiment vos rythmes biologiques. Au niveau alimentaire, manger des protéines, c'est ça qui est le grand signal chronobiologique pour signaler à votre organisme que c'est le matin et que vous avez besoin d'énergie, de peps. Je vous assure que si vous mangez encore sucré le matin,
Changez votre petit déjeuner, allez faire un tour sur ma page Facebook, sur mon Instagram, vous verrez plein d'images, plein d'idées de petits déjeuners protéinés, salés mais pas toujours. On peut aussi manger pseudo-sucré avec un petit déjeuner justement peu sucré, peu glucidique et qui contient des protéines. Et ça vraiment, ça change la donne. À partir du jour où on change son petit déjeuner, on a beaucoup plus d'énergie le matin. Pour favoriser les chronorhythmes, on va favoriser plutôt des activités douces le soir. Vous pouvez faire du sport si ça vous détend, mais évitez l'esprit de compétition. Vous pouvez également, si vous êtes très fatigué, si vous n'avez pas envie de sortir faire du sport, favoriser des choses faciles à faire, douces, que vous pouvez faire à la maison, comme de la méditation. Vous pouvez vous connecter et écouter des méditations en ligne, mais attention, évitez les écrans. Ne regardez pas un cours de yoga avec l'écran proche des yeux. La lumière des écrans favorise aussi la sécrétion de cortisol. Donc au contraire, le soir, on veut essayer de préserver. Si vos surrénales sont un petit peu fragiles, faites-les travailler le matin, mais mettez-les, laissez-les être au repos le soir et la nuit. Au niveau alimentaire, on va favoriser plutôt un repas léger, pas trop de protéines, on évite les raclettes, les repas très riches avec beaucoup de viande, plutôt des protéines végétales ou un poisson facile à digérer et des glucides complexes, bien sûr toujours beaucoup de légumes. Donc les glucides complexes sont les céréales complètes, les légumineuses, un repas rassasiant mais facile à digérer et qui vous permet de garder une glycémie stable au long de la nuit pour éviter de vous réveiller. Quelques petits éléments que vous pouvez ajouter dans votre assiette tous les jours. Le sel a été diabolisé, on va dire à tort, en tout cas ça ne concerne pas tout le monde. Les personnes qui sont en épuisement surrénalien ont besoin de sel. Ce sont des gens qui perdent leur sel, qui éliminent leur sel, souvent qui ont envie de choses salées, on l'a vu. Si vous êtes concerné, vous avez besoin de sel et vous êtes sûrement très attiré par le sel. Donc vous n'avez pas besoin de vous restreindre en sel. Salez vos assiettes, vous pouvez même mettre du sel dans l'eau ou prendre des plasmas marins le matin par exemple pour vous recharger en minéraux, pour vous recharger en sel. Et quand vous n'en aurez plus besoin, ça vous dégoûtera. Donc si ça ne vous dégoûte pas de boire de l'eau salée, c'est que vous en avez probablement besoin. La vitamine C, c'est le grand ami des surrénales, c'est un complément alimentaire. Vous pouvez bien sûr le trouver dans l'alimentation, dans les produits frais, crus, mais aussi un complément alimentaire qu'on peut prendre sans risque, qui peut vraiment vous aider à soutenir vos surrénales. Il faut prendre de grandes quantités pour soutenir les surrénales en plusieurs prises, donc plutôt 250, 500 mg, 3, 4, 5 fois par jour. Une bonne qualité de vitamine C, naturelle, pas effervescente, pas sucrée. Et vous pouvez prendre des doses importantes, il n'y a aucune contre-indication. L'excès est de toute façon évacué dans les urines. Et une seule précaution à connaître, c'est que quand on prend des grosses quantités de vitamine C, il ne faut pas arrêter subitement. Si vous prenez pendant plusieurs jours, plusieurs semaines des grosses quantités de vitamine C, qui ont aussi l'avantage de stimuler votre immunité. Donc si vous êtes une personne qui a un épuisement surrénalien avec une tendance aussi à la fragilité immunitaire, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. On n'arrête pas brutalement. Si vous en prenez 4 par jour, vous diminuez à 3 par jour pendant 4-5 jours, puis à 2 par jour, etc. Pour aider votre organisme à s'habituer à la descente. Quand on donne de grosses quantités, il ne faut pas s'arrêter brutalement. Le magnésium, c'est aussi un complément alimentaire qu'on conseille souvent. Beaucoup de personnes sont carencées. L'immense majorité de la population est carencée. Le magnésium est nécessaire à la fonction surrénalienne et à la tolérance au stress. Si vous vivez dans un environnement stressant, vous avez probablement besoin de magnésium. Si vous êtes quelqu'un qui a souvent envie de chocolat, pas forcément pour le côté sucré, mais vraiment spécifiquement du chocolat, c'est peut-être que votre corps vous appelle ce dont il a besoin, le magnésium. Choisissez un magnésium de bonne qualité, plutôt sous forme bisglycinate, glycérophosphate ou citrate de magnésium. 300 mg par jour en 2 ou 3 prises, donc par exemple 100 mg 3 fois par jour. On peut le trouver associé à des vitamines du groupe B qui sont intéressantes pour le système nerveux et c'est quelque chose qu'on peut prendre vraiment au long cours. Et la réglisse est une plante qui est souvent indiquée pour les surrénales. Il y a des précautions à connaître au niveau des extraits en phyto de réglisse, donc je ne vous conseille pas d'acheter des extraits qui sont quand même forts sans consultation préalable, mais vous pouvez consommer de la réglisse, par exemple, vous savez, les petits bâtons de réglisse naturels, hein, pas les bonbons qui sont pleins de sucre, ou l'écorce de réglisse qu'on peut faire en décoction pour boire une tisane, une tasse par jour, il n'y a pas de contre-indication sous cette forme-là. La réglisse est dynamisante pour les surrénales. Elle permet d'avoir un meilleur taux de cortisol. Ceci dit, c'est quand même assez transitoire, donc ça ne constitue pas un traitement à part entière.
Elle va améliorer souvent la fonction digestive en améliorant la qualité des mucus, la sécrétion des enzymes. Donc si vous êtes quelqu'un qui a un épuisement surrénalien plutôt à tendance dyspepsie, indigestion, la réglisse vous fera peut-être du bien. Ah, je précise bien, attention, il y a des contre-indications sur la forme en extrait de plantes, hein. Donc je parle que de la réglisse alimentaire en petite quantité. Et le cassis aussi, c'est quelque chose qu'on donne facilement en première intention, qu'on conseille facilement, sous forme de gémothérapie, des extraits de bourgeons. Il existe avec alcool ou sans alcool, donc attention si vous êtes enceinte ou si ça s'adresse à quelqu'un qui ne veut pas consommer d'alcool. Ça existe aussi en version sans alcool. On peut prendre 15 gouttes le matin, ou matin, midi, ou matin, midi, 16 heures. On peut aller jusqu'à 3 fois par jour. C'est dynamisant. Mais c'est de la même manière que la réglisse, les plantes ont un effet transitoire et donc ça peut être intéressant pour vous sortir un petit peu la tête de l'eau, mais il faut avoir une prise en charge pour permettre d'avoir quelque chose au long cours. Ces prises de plantes doivent s'arrêter au bout de quelques semaines, donc au bout d'un moment il faudra forcément passer par un autre type de prise en charge pour prendre le relais. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez exhaustive pour vous donner les grandes lignes de ce que je voulais vous transmettre sur la fonction surrénalienne. C'est vraiment un sujet très vaste et complexe, mais qui concerne énormément de monde. Je vous invite vraiment, vraiment à consulter quelqu'un de compétent si vous sentez que vous avez un problème de ce côté-là. Vous pouvez en parler à votre médecin qui peut-être ne connaît pas ce problème, donc n'hésitez pas à vous renseigner de votre côté. Il y a de nombreuses lectures, il y a des livres, des blogs, des témoignages et plein de personnes qui parlent de ça. En fait, c'est quelque chose qui est très documenté depuis longtemps, simplement qu'on a un petit peu oublié dans la médecine moderne. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo en mettant peut-être vos questions et surtout vos témoignages qui peuvent être très intéressants pour tout le monde.